Bonjour, bonjour à tous, bonjour à Yvon, Gaël, Alice, Marion, Kalina, Georges encore. Vous êtes nombreux à ce premier rendez-vous des rencontres régionales de l'innovation. Ils l'ont fait parce qu'il fallait le faire et il fallait les tenir, ces rencontres régionales, tellement c'est important, l'innovation, plus que jamais en ce moment. Et on va tenter de voir ensemble, avec ce rendez-vous de lancement, en quoi et comment l'innovation est un levier indispensable pour sortir de la crise. Et vous avez déjà les réponses, vous, parce que vous êtes entrepreneur, salarié, partenaire du monde économique de notre région, et vous savez comment l'innovation est un levier de progrès et de performance, et plus que jamais aujourd'hui. Et puis, nous parlerons innovation durable. Ah, innovation durable, la durabilité s'invite sur la planète innovation dans les Hauts-de-France, et on verra ce que ça recouvre et quels sont les enjeux, les engagements, les propositions qui sont faites autour de ce grand projet. Nous aurons trois moments à ce rendez-vous important. Encore une fois, mille merci d'être avec nous. Dans un premier temps, nous verrons comment cette innovation durable, cette proposition d'innovation durable est un levier de performance, et nous recevrons dans moins de 2 minutes notre grand témoin, le parrain de ces trophées de l'innovation. Et puis, grande première mondiale, un label pour accélérer. La notion d'accélération, plus que jamais aussi, est importante aujourd'hui. Et notre région est la première à porter ce label de l'innovation durable. Le pourquoi, le comment, le mode d'emploi, vous saurez tout au cours de ce rendez-vous. Et puis on terminera par la fête. La fête, c'est celle des 5 lauréats de ces trophées 2020 de l'innovation que nous recevrons et que nous féliciterons, parce que ce sont autant de belles expériences à partager et à s'approprier. Alors, 2 informations importantes à vous donner pour commencer. Sachez que 40% des entreprises de notre région se déclarent aujourd'hui innovantes. C'est une source INSEE. Et sachez que ce chiffre est à peu près le même que le chiffre national. Et ces sociétés consacrent 4% de leur chiffre d'affaires à leurs activités d'innovation. Et puis, une autre information importante également, c'est, vous le voyez à l'écran, 6 entreprises sur 10 n'ont pas encore mené d'activités innovantes, même source INSEE 2018. Elles disent qu'elles ont d'autres priorités, elles n'ont pas le personnel qualifié ou ont des craintes par rapport au coût qu'engage une démarche d'innovation. On va essayer de faire le clair sur tout ça, et surtout de vous donner des clés pour entreprendre et innover, parce qu'on sait clairement que c'est une source de progrès. Vous avez à votre disposition sur la plateforme un chat. Alors là, je vois que vous êtes nombreux à l'utiliser, puisque vous êtes tous fait des coucous et des bonjours. Donc bonjour collectif, et encore une fois, merci à celles et ceux qui ont préparé cette quinzaine de l'innovation. Et puis, vous avez un autre onglet questions. Alors, vous m'enverrez au fil de l'eau l'ensemble de vos questions. Par exemple, Jean, qui nous dit, vous avez dit durable, en quelques mois, un invisible a fait trébucher un président américain presque déjà réélu. Jean, qui est prolixe, qui nous a envoyé déjà 2-3 autres questions, mais vous n'hésitez pas. Et je m'en ferai l'intermédiaire auprès de nos intervenants. Et vous avez également un onglet sondage. Alors celui-là, vous l'oubliez pour l'instant, parce que je vous inviterai à plusieurs reprises au cours de notre rencontre à poser, à répondre à des questions de sondage. J'ai oublié de vous dire aussi que pour les questions, vous voyez sur la droite un petit triangle. Si vous cliquez sur ce triangle, vous validez une question. Et vous la confortez. Donc, plus les questions auront été likées par ce petit triangle, et plus elles sont importantes, et donc on les abordera bien évidemment en priorité. Et puis à la fin de notre rencontre, un petit cadeau pour vous, ceci pour vous dire d'être très attentif et de rester avec nous. Bienvenue François Hérault, directeur général produits frais Danone. Il est en liaison avec nous, et un immense merci pour votre présence. Vous êtes le parrain 2020 de ces trophées d'innovation, et puis l'innovation durable s'invitant au cours de ces rencontres régionales, il nous paraissait évident de vous inviter, tant votre groupe porte des actions, oui, je vais dire exemplaires dans le domaine. Alors, vous faites l'actualité depuis quelques heures, c'est clair.
Et vous êtes quand même là, c'est chouette, merci beaucoup. Mais là, on va parler avec vous innovation. Quand je vous dis, François Hérault, innovation durable, quelle est votre définition pour votre groupe? En fait, c'est vrai que certains pourraient se poser la question de pourquoi innovation et Danone, mais en fait, parce qu'on pense plus en général au digital ou à la technologie, mais en réalité, moi, je pense que l'innovation, elle est vraiment dans tous les domaines d'activité et c'est tout ce qui impacte la vie des gens, que ce soit les produits, les services, également les business models. Et donc, dans notre façon de voir les choses, on a toujours eu dans nos gènes d'essayer de projeter le futur d'anticiper les choses et d'aller chercher des innovations. Alors, Vous savez que on entend déjà des mots importants là dans ce que vous dites, hein, notamment le mot d'anticipation. On va y revenir dans oui, quelques instants. Juste pour voir vos principales implantations dans les Hauts-de-France, on va voir un schéma à l'écran dans quelques instants, avec notamment vos sites de Stanford et de Bayeul. Vous les présentez rapidement? oui, voilà. En fait, donc on est présent et géré dans tous les territoires. Et globalement, comment on fonctionne? On a des laiteries qui sont implantées dans les bassins laitiers, des usines de production pour les produits pour enfants également dans les zones de production de végétaux. Et donc pour le Nord, on a deux grosses unités. Une qui est à Bayeul et qui produit le yaourt nature Danone, l'Activia. Donc c'est vraiment un site historique où on travaille avec plus de 500 agriculteurs et éleveurs qui fournissent la laiterie. Et puis on a une autre à Stanford où on vient d'annoncer également un investissement de 20 millions d'euros et qui produit du lait infantile à la fois pour la France et dans le futur à l'export et notamment avec des offres en bio. Un des Donc principes on de... est très présent dans les Hauts-de-France et j'en profite pour Oui, saluer tous les innovateurs de Hauts-de-France. Euh, et vous êtes dans leur ce parrain là. meeting. Vous êtes leur parrain. Voilà, ben j'en suis très fier. Hein. Enfin, Eh ben, nous pour ne aussi. rien vous cacher, j'ai habité 4 ans à Lille quand j'étais Ah, très jeune, ça fait déjà quelques donc, années. ouais, non, Donc je c'était connais bien hier. la région et j'ai visité ça. Et c'est une des régions importantes pour nous en termes de présence de l'entreprise. On est dans de nombreuses régions, mais les Hauts-de-France est une des présences les plus importantes. Et Mhm. ensuite, donc innovation durable. Euh, on voit bien aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est, il y a un certain nombre de modèles qui arrivent, je dirais, à bout de souffle et que on a fait un certain nombre de choses et on en découvre les conséquences néfastes aujourd'hui. Alors, elles ont apporté plein de belles choses, mais elles ont eu aussi des conséquences Mhm. néfastes. Et donc, on est amené à se projeter sur le futur. Et donc, quand on parle d'innovation durable, c'est vraiment d'anticiper les impacts et de solutionner éventuellement les choses, les points négatifs qu'on a générés. D'accord. Et donc, bien qu'on ne soit pas dans la haute technologie, on innove et on innove, je dirais, de la fourche à la fourchette. Ben oui, alors c'est aussi pour ça qu'on vous a invité, une entreprise qui produit sur le marché de l'alimentaire, on pourrait se dire, où ils innovent en produits, en services, en process, en organisation. Un des premiers principes de l'innovation, c'est qu'elle ne s'arrête pas aux portes de l'usine. Elle embarque toutes les parties prenantes de l'entreprise, et notamment votre filière d'approvisionnement. Expliquez-nous comment vous embarquez votre filière, je pense aux agriculteurs bien sûr, dans vos démarches d'innovation durable. Alors bon, pour produire de bons aliments, il faut de bons ingrédients. Et donc depuis très longtemps, on a des agriculteurs, des éleveurs qui travaillent depuis 2, 3 générations et ils fournissent nos laiteries. Par contre, au fur et à mesure, les modèles agricoles ont évolué. On a été, depuis longtemps, on est présent sur, par exemple, des modèles comme le lait biologique, enfin, en tout cas, les yaourts biologiques à travers la marque de vache. Et par exemple, je vais vous donner des exemples très concrets d'innovations sur lesquelles on travaille. Là, on travaille sur des projets d'agriculture qu'on appelle régénératrice. Donc, c'est C'est-à-dire, des modèles agricoles, des modes de production agricole qui prennent plus soin de la terre et de la biodiversité, de toute la biodiversité qu'il y a dans les sols, puisqu'on était plutôt dans un modèle productiviste où on mettait des intrants chimiques pour faire pousser les éléments pour alimenter l'élevage, par exemple, et donc on revient à des choses beaucoup plus naturelles. Et donc on articule, alors évidemment, nous on n'est pas en tant que tel des spécialistes, mais on articule avec l'INRAE ou l'IDEL ou des ONG comme le WWF ou l'agriculture des vivants
un certain nombre de tests. Je vais donner un exemple. Alors là, c'est pas tout à fait dans les Hauts-de-France, mais en Normandie, on est en train de faire un test pour produire du soja sans OGM. Donc, évidemment, en Normandie, c'est pas une zone de production spécifique du soja, mais ça permettrait d'apporter l'autonomie protéique aux élevages et donc d'avoir une souveraineté alimentaire plus forte. Donc ça suppose de revoir un petit peu les modes agricoles dans lesquels on fonctionne. Alors, donc, il y a l'amont et l'aval. Pour l'amont, 100% des produits, je l'ai vu à l'écran il y a quelques instants, 100% des produits cultivés en France issus de l'agriculture régénératrice. Et puis, il y a l'aval, on en parle dans quelques instants, avec l'innovation dans les produits. L'innovation durable, c'est un coût, c'est un revenu pour vous? En réalité, quand on travaille vraiment, et c'est là où tout l'enjeu de l'innovation est important, de faire des innovations qui soient complexes, durables, mais inaccessibles pour les consommateurs. Et nous, on est plutôt une entreprise qui sert un très grand nombre de consommateurs, donc on veut être accessible. L'un des enjeux, c'est effectivement de concilier tous ces enjeux-là. Et quand on parle, par exemple, de l'agriculture régénératrice, quand vous modifiez les modes agricoles, si vous baissez les produits chimiques, vous baissez aussi un certain nombre de coûts. Donc, toute l'équation est de travailler sur les modèles. Et d'ailleurs, je pense que c'est important ça aussi par rapport à tous les gens très innovants qui travaillent en ce moment. C'est pas seulement d'avoir une idée, l'innovation. C'est d'arriver à en trouver les business models. Je vais donner un exemple très concret. Sur la filière agricole, par exemple, dans les produits laitiers, on a mis en place des contrats multi-annuels sur 3, 4, 5 ans avec les exploitations agricoles de façon à ce qu'elles puissent investir avec une certaine sécurité et visibilité, je dirais, dans le futur qu'elles ont. Également, on prend en compte les coûts de production et on les accompagne sur les techniques. Donc, ce type de choses, c'est dans, je dirais, l'approche qu'on a. Beaucoup d'entreprises sont sur ce qu'on appelle de l'achat spot, c'est-à-dire à l'instantané, en fonction des cours mondiaux. Nous, on a des contrats multi-annuels. Donc ça, c'est par exemple un exemple pour vous donner d'aider à avoir le contexte qui permet aux éleveurs de faire des tests, des laboratoires et ensuite de les mettre en place. Tiens, sans verser dans la sémantique, il y a une question de Léo qui vous demande ce qu'on entend par innovation responsable. C'est vrai qu'on parle de innovation responsable, innovation durable. Il nous demande s'il y a une différence pour vous. Pour moi, ce qui est important et pour durable, si je reprends le terme de durable, c'est vraiment de réfléchir à ce qu'on met et la façon dont on innove, qu'est-ce qu'elle produit en termes de bénéfices et de ce qu'on appelle aussi externalités qui peuvent être négatives ou positives. Je vais vous donner un exemple. Nous, on est souvent challengés sur les packaging. Donc, on est en train de travailler sur des innovations pour trouver des solutions de packaging qui n'aient pas d'externalités négatives. Par exemple, le fait qu'elles puissent être recyclées. Donc, quand on parle d'innovation durable, c'est de sortir de ce modèle linéaire où globalement, on pompe des ressources, on les utilise et on jette le produit de ces ressources. Et donc, dans mon esprit, l'innovation durable, c'est tout ce qui est lié aux économies circulaires ou au fait de faire attention aux écosystèmes. Et l'impact carbone. La planète ou la santé ou les hommes. Nous, on appelle ça One Planet, One Health. On est intimement convaincus, si vous voulez, qu'il n'y a pas d'homme en bonne santé sans une planète en bonne santé et vice-versa. Et donc, dans notre domaine, l'innovation durable, c'est ça. C'est de travailler sur des modèles qui permettent de protéger à la fois les hommes et la planète pour le futur. Alors, on est ensemble jusqu'à 16h45 et celles et ceux qui nous écoutent peuvent continuer à vous poser des questions. C'est l'heure du goûter. Donc, on va regarder l'aval maintenant et l'innovation dans vos produits, parce qu'il y a toute cette chaîne avec l'agriculture régénératrice, avec vos actions internes. Vous venez d'en citer quelques-unes pour avoir cette posture durable. Et puis, il y a le produit à offrir au client final. Alors, qu'est-ce qu'il vous demande aujourd'hui, le client final, et comment, c'est nous, et comment vous répondez en termes d'innovation produit? Donc, il y a beaucoup d'évolutions et je dirais que le Covid ne fait que les accélérer. Donc, les grandes attentes aujourd'hui des consommateurs, il y a eu une vraie prise de conscience
du rôle de l'alimentation dans la santé. Quand on avait défini la mission du groupe Danone en 2005, vous voyez, ça date, mais je me rappelle, j'étais déjà présent dans l'entreprise, qui était d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Il n'y avait pas du tout de connexion dans la société entre ce qu'on mangeait et un effet sur la santé. Aujourd'hui, le consommateur en est parfaitement conscient. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il demande beaucoup d'attention sur les ingrédients, la qualité des ingrédients, d'où ils viennent, comment ils sont produits, quels sont les effets qu'ils ont sur leur santé. Donc là, il y a toute une partie qui est liée et dans l'alimentation, vous le voyez, au profil nutritionnel et à la façon dont les produits sont faits. Donc c'est pour ça qu'on parle par exemple d'aliments bio ou d'aliments issus de l'agriculture régénératrice. Ensuite, une seconde attente qu'ils ont, c'est tout ce qui est lié aux déchets. À ce qui correspond aux déchets. Et là, donc, on vous a mis quelques exemples de produits. Peut-être que vous pouvez revenir au slide précédent. Oui. Mais la planche précédente. Par exemple, sur les slides précédents, quand je vous parle d'alimentation saine, dans les derniers mois, on a lancé un produit qui est un produit pour apéritif qu'on appelle Danone à partager. Et je vous explique en quoi c'est. C'est une innovation. Elle contient plein de choses. Premièrement, c'est un produit 100% naturel. Quand je dis 100% naturel, c'est aucun arôme, y compris arôme naturel. C'est-à-dire vraiment, c'est simplement des produits bruts. Le deuxième point, c'est que il est bon pour la santé comme tous les yaourts. Simplement, en général, à l'apéritif, vous consommez pas des yaourts, mais vous consommez des produits qui sont pas forcément toujours très très bons pour la santé. Et donc là, c'est un produit à la fois plaisir et Nutri-Score A. Et le troisième point, c'est un produit qui est emballé dans des emballages carton. Et donc, je dirais que l'ensemble des paramètres d'un produit de ce type-là correspondent aux attentes santé, origine France, et à la fois ingrédients et circularité des packaging. Tiens, justement là-dessus, François Hérault, sur la circularité des packaging, j'ai plusieurs questions sur le sujet, dont Teresa, par exemple. Il y a des trajectoires avec la loi qui impose des cibles à 100% des emballages recyclés, bannir les suremballages également. Où en êtes-vous de l'innovation et comment vous accélérez les transformations en la matière? Parce que là, il y a une loi qui vous dit il va falloir tout recycler. Alors, quelle est votre posture par rapport à ça? Alors nous, on s'est engagé à ce que l'ensemble de nos packaging soient recyclables, compostables ou réutilisables d'ici 2025 au niveau mondial et 2024 en France. Donc, on en est convaincu. Parce que on a une conviction, c'est One Planet, One Health, c'est-à-dire faisons attention à la planète, donc on en est convaincu. Le deuxième, c'est qu'on pense que le consommateur chaque jour sera plus exigeant là-dessus. Donc voilà. Et alors après, le point qui est le plus complexe en réalité dans ce type de dynamique, c'est que c'est des évolutions systémiques. Pour recycler, nous, on peut avoir des packaging recyclables, mais il faut qu'il y ait les chaînes de recyclage qui soient mises en œuvre. Et donc, on est obligé de travailler avec tout notre écosystème, en l'occurrence des gens comme Citeo ou un certain nombre de collecteurs, de façon à garantir ce type de choses. Et là, par exemple, vous aviez sur le slide un produit, Danone fruits d'ici, donc qui sont des fruits qui sont faits, donc récoltés, c'est sur le slide, je crois, suivant. C'est après, oui. Sont récoltés, on en a aussi dans les Hauts-de-France, donc on peut avoir le slide c'est des produits. Excusez-moi, voilà, allez-y. mais bon, c'est pas très grave. Donc c'est des produits qui sont produits avec des fruits français, du lait français, et là, on a un packaging donc en plastique recyclé. C'est-à-dire 30% aujourd'hui de ce plastique, de ce pot, a déjà été utilisé une première fois, a été reprocessé techniquement, donc c'est celui qui est au centre, là, avec les fraises, a été reprocessé techniquement de façon à être réutilisé. Donc aujourd'hui, on est à 30%. Et bon, si je vous parle sur les eaux, par exemple, actuellement, 100% des petits emballages, des bouteilles de 500 millilitres, des Vian ou Volvic, qui font partie aussi de Danone, sont maintenant issus de plastique qui ont déjà été utilisés une première fois. Donc c'est ça l'économie circulaire, c'est de réutiliser et de faire une ressource des déchets que précédemment on jetait. Donc, et un petit pas de côté sur un sujet
parce que j'ai une dizaine de personnes qui s'expriment là-dessus. Ils nous demandent est-ce que vous pensez repasser aux emballages individuels en verre et supprimer le plastique de vos produits? Là, il faut bien voir l'analyse de cycle de vie d'un produit. Il y a parfois des fausses bonnes idées. Comment vous analysez l'impact d'émissions de gaz à effet de serre de votre production? Alors, vous avez raison. Donc, on fait une analyse des impacts à effet de serre, mais il n'y a pas que les impacts à effet de serre. Exact. Il y a des tas d'impacts sur la planète. Donc, je vais vous prendre l'exemple des pots en verre. Les pots en verre, en termes d'énergie, lors de leur première utilisation, nécessitent énormément d'énergie. Donc, c'est une bonne équation s'ils sont réutilisés. Donc, par exemple, là, on a lancé une initiative avec un site qui s'appelle Loop, qui est un site internet où les gens peuvent acheter un yaourt dans un pot en verre et ce pot de verre est récupéré par cette entreprise après utilisation et on est vraiment dans un cycle où il y a une réutilisation. Par contre, un pot de verre qui est utilisé une seule fois n'est pas forcément pour la planète une meilleure équation qu'un pot en plastique recyclé, par exemple. D'accord. Alors, et là, c'est là où nous, on est, ce qu'on fait, Danone, on donne aux consommateurs, en fonction de ses convictions, l'opportunité de choisir. Par exemple, là sur le slide, vous aviez un produit qu'on a mis en marché très récemment, c'est dans le précédent, sur lequel vous pouvez voir, c'est en fait des ferments. Et donc, il y a des gens qui souhaitent absolument aucun déchet, pratiquement. Et donc là, c'est une petite boîte de carton dans laquelle vous avez des ferments. Vous pouvez acheter des pots en verre et dans votre four, donc sans yaourtière, en toute simplicité, avec les ferments qu'on a développés spécifiquement pour pouvoir les faire dans des fours, de faire vous-même avec du lait vos propres yaourts. Donc ça, c'est pour les gens qui sont vraiment à l'extrême du zéro gaspillage et du zéro déchet. Je vous donnerai le 06 d'Angelo qui nous dit que sa start-up a mis au point une innovation qui permet de réduire les incinérations, les mises en décharge, en déchets ultimes, pour passer à l'étape déchets, à l'étape matière secondaire. On parle d'économie circulaire. Oui. Alors, vous nous avez parlé innovation durable sur l'amont avec votre filière. Vous embarquez les agriculteurs, l'agriculture régénératrice. Vous avez parlé innovation produit. J'aimerais que vous nous expliquiez l'innovation dans vos modèles. Est-ce que vous êtes dans des logiques de rupture, de transformation? Et puis j'aimerais aller à Bailleul et aller voir vos collaborateurs sur la chaîne et qui nous disent comment ils vivent ça. Expliquez-nous. Oui, alors dans les dynamiques d'innovation, effectivement, on a plusieurs dynamiques. Donc déjà, on a des équipes de recherche et développement. On a un grand centre de recherche à Saclay qui travaille, par exemple, sur tout ce qui est lié au microbiote, qui nous permettent de développer des ferments, par exemple, sur la santé. Donc, on a, je dirais, des process et des chercheurs qui recherchent sur de la recherche fondamentale. Ensuite, on a des équipes qui développent de façon plus spécifique les produits que je vous ai montrés, par exemple. Donc ça, c'est une deuxième façon de faire. Et puis ensuite, on met en place un certain nombre de systèmes nouveaux en termes, par exemple, dans les usines, je dirais des systèmes digitaux. Et ensuite, dans nos grosses organisations, souvent, vous savez, les idées un peu rupturistes ne viennent pas forcément des grosses organisations. Donc, par exemple, on a développé un programme au sein de Danone qui s'appelle pour des entrepreneurs, des gens de Danone qui ont une super idée, mais que nous, en termes de système, on a un petit peu de mal à mettre en œuvre parce qu'elles sont vraiment rupturistes. Donc, c'est un programme qui s'appelle Entrepreneurship for Good, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont une idée au sein de Danone, des salariés de Danone qui ont une idée et qui veulent la développer. Il faut qu'elle ait un impact positif sur la santé ou la planète. C'est un programme qu'on a en collaboration avec BNP et Engie. Et je vais vous donner un exemple une des équipes travaille aujourd'hui sur des yaourts bio, produits à la ferme et livrés en circuit court. Ah oui, donc là, ça disrupte totalement l'ensemble de nos systèmes. Et donc, le système a du mal à générer ce type de dynamique totalement disruptive. Donc là, il y a des gens chez nous qui sont convaincus, One Planet, One Health, et qui veulent, avec un éleveur, monter un système avec une unité de production sur le site d'élevage de façon à pouvoir accéder au circuit court. Et donc, on accompagne ça comme des petites startups et on leur donne du temps et puis de l'accompagnement. D'accord. Voilà, ça c'est le type de dynamique dans lequel on est. D'accord.
J'ai encore la deuxième chose. Oui, pardon, allez-y. Oui. Allez-y. Non, le deuxième outil, c'est on est aussi toujours très attentif à ce qui se passe parce que il n'est pas bon d'être dans un système fermé et de croire que chacun a la science infuse. Donc, on a aussi des capteurs. On a un fonds d'investissement qui s'appelle Danone Manifesto Venture, donc qui est vraiment un fonds d'investissement. Donc, on est présent et on observe des entreprises à la fois aux États-Unis et principalement en Europe, et on rentre au capital de startups qui sont très innovantes. Par exemple, en France, on est rentré dans une start-up qui fait des aliments infantiles complètement naturels en surgelé. Et un autre exemple, on accompagne Phoenix, je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise Phoenix, mais donc qui travaille, c'est une start-up très innovante pour éviter le gaspillage alimentaire. Et donc, nous, ça nous intéresse d'éviter qu'il y ait du gaspillage sur nos produits et globalement. Et donc, on pense que c'est une super idée. Il y a un fondateur des fondateurs qui sont formidables. Et donc, on a ce fonds d'investissement qui participe autour de table pour financer ça. Donc ça nous permet d'avoir un petit peu des capteurs pour sentir ce qui se passe et essayer de disrupter nos modèles actuels. Disrupter, c'est un des mots de l'année, ça. Hein alors, ouais, on l'utilise en interne, effectivement. Ouais. Je ne sais pas si c'est français. Ouais. Non, encore deux questions. Hein, et il nous reste 2-3 minutes. La première, vous êtes un énorme groupe mondial, mais finalement éminemment local, parce que c'est localement que se développent vos boucles innovantes. La question, c'est beaucoup d'entrepreneurs, TPE, PME nous regardent. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Parce qu'ils pourraient vous écouter en disant « Ouais, mais c'est le CAC 40 là, qui s'exprime. Et moi, on est 5 dans ma boîte. Comment je fais ?» Qu'est-ce que vous répondez à ça? Eh bien que la différence, c'est les hommes. C'est-à-dire que même quand vous avez une grande organisation, ce qui permet de faire de l'innovation, c'est des gens, des idées. Et je reviens à mon point de départ, à la capacité de transformer cette idée en une réalité et vraiment en faire quelque chose qui permette d'être durable et économiquement viable. Et d'ailleurs, je trouve que ça fait un beau lien par rapport au label de l'Inno durable. C'était ma dernière question, alors allez-y. Voilà, une entreprise comme la nôtre, il faut qu'elle ait des idées, elle a des moyens, et globalement, c'est les hommes qui font la différence. Même si vous êtes 5, si vous êtes 5 convaincus et qui sont engagés dans une grande entreprise, c'est la même chose. Les grandes idées, elles commencent par 1, 2, 3 personnes qui savent faire sortir du système par leurs convictions et leur vision le fait que ça a du futur. Donc ça, c'est le premier point. Donc, sur la notion de label, après, c'est compliqué d'arriver à le rendre accessible et en faire un vrai business. Et donc, c'est là où nous, parfois, on a un avantage par rapport à toute entreprise parce qu'on peut mobiliser des moyens plus faibles, quelque chose de plus grand, et les systèmes. Et c'est là où je pense qu'on a notre responsabilité. Pour moi, le label Inno durable, c'est précisément la possibilité de donner de la visibilité à des gens ou à des choses encore petites et qui peuvent changer la vie des gens dans le futur. Ouais. Parce que si on regarde Danone, en fait, c'était en 1919, c'était une petite entreprise avec une personne qui a eu l'idée dans le yaourt, et je vais vendre dans les pharmacies. On a commencé à vendre dans les pharmacies, et ça s'est développé et ça a commencé à des On est en train de vous perdre là, on vous entend de moins en moins bien, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, de toute façon il est 16h45 et on vous a promis de vous libérer. Alors on aurait, tiens, on peut montrer la dernière planche juste pour info, pour celles et ceux qui nous écoutent, voilà, hein, ça aussi c'est construire le futur avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, avec un exemple qui nous concerne ici directement. Alors, j'aurais aimé vous poser des questions sur le management de l'innovation, des tas de sujets, mais on va terminer avec la question de Georges, qui vous demande pourquoi vous ne distribuez pas le yaourt dans de grands pots familiaux. Ça, c'est du concret. En plus, on en mangerait plus. Alors, c'est une excellente question. Et si vous regardez, il y a des alternatives en yaourt en gros pot. Ça a un intérêt, mais par exemple, c'est inconvénient. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est offrir aux consommateurs la possibilité de faire. Vous trouvez, par exemple, de l'Activia Bio Nature
en pot de 400-500 grammes. Maintenant, on est revenu à des pots de canettes de 400-500 grammes, etc. Donc, c'est pas les gros pots de production. Que je ne vous cache pas, ça n'a pas que des avantages. Par exemple, on a constaté qu'il y avait un peu plus de gaspillage alimentaire avec les gros pots, parce que parfois les gens les laissent au fond du réfrigérateur. Donc, ça n'a pas que des avantages. D'accord. On laisse les choix aux consommateurs, et donc, plus ça va, on va vers ce type d'offre. Oui, ça, sans arrêt, hein, ça oscille entre le besoin consommateur, la nécessité d'une chaîne de production et de distribution durable. Un immense merci, François Hérault. On va porter dans quelques instants sur les fonds baptismaux ce label Innovation Durable. Vous en êtes le parrain. Est-ce qu'on peut lui montrer une image des trophées là qui sont sur les tables et qui vont être remis en troisième partie de notre rencontre? Voilà. Hein, ouais. Moi, je trouve ça formidable que, premièrement, la région Hauts-de-France soit aussi dynamique pour favoriser les startups et ensuite de monter un label pour l'innovation durable de façon à soutenir les startups. Je trouve ça formidable parce que c'est un élément qui va aider l'entreprise. Donc, un grand merci pour m'avoir invité. Merci à vous. Je suis très fier vraiment, c'est une région où on est très présent et qui fait de très belles choses. C'est pour ça que j'ai le temps de rester avec vous, malgré les majorités. Un grand merci, un grand merci de nous avoir accompagnés. Et puis, je vous pistonnerai pour qu'il vous en donne un de trophée. Vous le mettrez dans votre bureau en qualité de parrain. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Et tout de suite, on accueille Antoine Macré et André-Paul Leclerc pour nous présenter justement ce label. Je pense que l'innovation, c'est exceptionnel. Alors moi, je suis sportif et je vois ces bateaux du Vendée Globe et chaque génération, ça change. Maintenant, c'est les foils. Et souvenons-nous... Il y a le CAM qui tient. Hein. Oui. Et puis Thomas Rouillant. Ouais, notre Thomas Rouillant. Souvenons-nous, il y a quelques années, c'était surtout des élingues en fer. Et maintenant, finalement, c'est des fils qui sont issus de chez Cousin Frères, qui tiennent la structure du bateau. Et donc ça, c'est l'innovation. Alors, vous êtes en charge des affaires économiques pour cette région. Je pense souvent à vous. Enfin, vous devez aller d'urgence en urgence. Là, on est en train de se prouver que l'innovation est peut-être un élément clé de sortie de crise. Comment vous voyez les choses? Je pense que c'est juste stratégique. On est très clairement dans un changement de modèle. On passe d'un siècle à un autre et d'un business model à un autre. Et on l'a bien vu tout à l'heure, c'est dans tous les domaines, dans le food, dans l'industriel, dans l'information, dans tous les domaines, ça change. Et donc, c'est juste stratégique et c'est juste indispensable. Et je pense que quand on fait un filament en voiture, c'est dans le virage qu'on accélère. Et donc, c'est vraiment maintenant qu'on accélère. Et cette crise du Covid nous a montré l'écart entre les winners et les losers. Et il nous montre vraiment qu'on doit accélérer pour partir dans ce monde nouveau. Accélérer. Il y a une notion de transformation du monde. Je reviens vers vous dans quelques instants, Antoine Macré. Il y a quelques jours, quelques heures,
vous avez annoncé une solution à destination du monde du commerce. On est là en plein dans l'actualité, hein, ça souffre dans tous les coins. On ne sait pas quand on va rouvrir et comment on va rouvrir. Mais en toile de fond, l'innovation, ça continue à tourner du côté des startups et ça apporte des solutions. Alors c'est presque un scoop. Écoutez Antoine, c'est très important. Tout à fait, Jean-Michel. En fait, nous avons pris contact il y a quelques temps avec une start-up de la région qui avait travaillé sur une solution qui n'avait pas forcément une destination de favoriser la réouverture des commerces, mais les échanges nous ont amené à cette solution qui permet d'identifier une application qui va permettre demain de faire de la prise de rendez-vous en ligne, de la gestion des jauges dans les commerces, de la gestion de la traçabilité du passage des clients dans les commerces, et donc potentiellement d'être une aide à la réouverture des commerces prochainement. Donc on est en lien permanent avec cette entreprise-là. On accompagne pour être un petit peu le vecteur de la communication qu'on doit avoir avec les collectivités, avec les associations de commerce en région. Et voilà, on est en train d'organiser ça avec eux. On est en train d'identifier. C'est tout de suite là, c'est en ce moment ça. C'est en ce moment. Non, mais ça va être en marché là dans quelques jours. Alors justement, on est sur un modèle où il est important de quand même. Regardez la démo d'ailleurs. On va voir un schéma qui l'explique. Voilà, allez-y, excusez-moi. Tout à fait. En fait, il est important de bien évaluer des choses, c'est-à-dire l'impact commerçant, l'impact client, et surtout de ne pas lancer sur le marché quelque chose qui ne serait pas recevable ou qui ne serait pas utile. Donc, on est là aujourd'hui dans une phase où il faut aller très vite, identifier le besoin, comment on y répond et dans quel timing. Donc là, on est vraiment sur ce temps très très court. Et dans les prochains jours, effectivement, il va y avoir une décision de lancer le développement final. Non, mais vous vous rendez compte, hein, dans ces situations d'urgence et de crise, ben là, ça bosse et en moins d'un, on peut transformer quelque chose et le mettre en marché pour répondre à un besoin urgent. Je reviens vers vous pour vous demander quelle est votre vision pour notre région hein, de l'innovation responsable, durable. Enfin, on s'en expliquait avec François Hérault. Alors d'abord, je complète ce qui a été dit précédemment. C'est super, hein. C'est super et ça répond à une question qui avait été posée pour l'interlocuteur précédent. Ce qui est important, c'est pas d'être le plus grand, le plus gros, c'est d'être le plus agile et le plus rapide. Bien sûr. Et dans ces crises, c'est l'agilité et la rapidité qui permet. Alors la responsabilité, je pense que l'innovation qui nous fait accoucher d'un monde nouveau, effectivement, elle doit être responsable. Avec, à mon sens, responsable toute innovation pour les gens, people, collaborateurs, clients et concitoyens. Responsable aussi pour la planète, parce qu'on n'a qu'une seule planète, et on l'a bien vu tout à l'heure. Et responsable que l'innovation permette à l'entreprise d'être sustainable, enfin de durer dans le temps, ce qui permet à l'entreprise effectivement de pouvoir survivre, de se développer, créer des emplois. Ces entreprises innovantes, je parle du territoire, là, plus que jamais, elles sont indispensables, quoi. C'est là que ça se passe, la sortie de crise. Alors c'est là que ça se passe. On a aidé 169 entreprises dans la région. C'était 5500 emplois qui, du coup, grâce à l'innovation, perdurent. Mais en plus, on a créé 1600, à peu près 1600 emplois dans ces entreprises. Oui. Donc c'est bien l'innovation qui permet d'avancer. Donc elle est stratégique, elle est essentielle. Et puis, territorialement, ça s'organise, ça se programme. Vous avez la boîte à outils, la bonne boîte à outils pour accompagner, aider l'innovation, transformer l'innovation. Alors notre boîte à outils est multiple. On a effectivement l'agence HDFID qui est pilotée par Antoine. Nous avons 7 pôles de compétitivité, des pôles d'excellence, des centres techniques, des universités. Et donc le mot que je pourrais passer à tous ceux qui nous regardent, c'est effectivement décloisonnons l'innovation. N'hésitez pas à appeler, puisque les bonnes idées que vous avez peuvent être démultipliées avec cet écosystème qui est vraiment à votre service pour faire le lien avec des entreprises, avec des universités, et pour que tout ça, finalement, déroule sur de bonnes innovations. Il faut donner à celles et ceux qui nous écoutent le numéro de téléphone unique, parce que ça aussi, c'est une spécificité de notre région. C'est que l'ensemble des acteurs ont su se rassembler pour répondre collectivement aux besoins des entreprises. Notez ce numéro de téléphone, c'est le vôtre. Le 03 59 750 100, 03 59 750 100, une espèce de guichet unique pour répondre à toutes vos questions et vous aiguiller en cas de
Oh, pas seulement de difficultés d'ailleurs, hein, projet innovant, je Oui. claque, ça va aller Oui. dans la case HDFID. Donc il y a des exemples concrets autour de tout cela. Et puis on a vu aussi quelques informations intéressantes sur la situation de l'innovation dans la région. Ça a bien progressé quand même, hein, parce qu'on vient de loin. En tout cas, on veut doubler notre effort sur l'innovation pour l'année prochaine, c'est sûr et certain. Notamment, on a lancé en 2019 l'industrie du futur, 8 appels à projets, je prends cet exemple-là, hein, 8 appels à projets qui ont permis à 12 entreprises, à 5 centres techniques de travailler ensemble. Et vraiment, notre envie, notre objectif l'année prochaine, c'est de doubler, parce que c'est vraiment comme ça qu'on va assurer l'avenir de la région. Oui. Alors, restez là parce qu'on va poser deux questions. Donc, cette fois, mesdames, messieurs, vous allez sur l'onglet sondage de votre plateforme. Une première question est toute simple, c'est pour savoir un peu qui vous êtes, hein, vous qui êtes connectés à ce rendez-vous important, lancement des rencontres régionales de l'innovation. On vous demande si vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, salarié, institutionnel, association, étudiant ou autre. J'espère qu'on n'aura pas beaucoup d'autres. Donc, vous répondez. Je vous donne une vingtaine de secondes. Alors, je ne sais pas qui doit soumettre le vote, mais je suppose que le vote est ouvert. Donc, allez-y, mesdames, messieurs, vous cochez tout simplement pour dire qui vous êtes et on va voir les résultats s'afficher. Je vous donne encore une quinzaine de secondes. Un tiers d'entre vous, pour l'instant, sont entrepreneurs. Un petit tiers institutionnel, l'accompagnement, c'est important, vous en faites partie. 15% de salariés. Allez, encore 5 secondes pour répondre. On a des étudiants aussi. Merci pour votre présence. Voilà. Allez, encore 3 secondes. 2, 1, c'est terminé. Donc, ben voilà, on a un tiers d'entrepreneurs. Merci. Chapeau, parce que par les temps qui courent, vous posez. C'est important de se poser de temps en temps pour réfléchir avec nous sur ces enjeux de l'innovation durable. 18% de salariés, 27% d'institutionnels, et puis associations et partenaires qui accompagnent l'innovation, 10%. On a encore une question enfin pour l'instant, on en aura beaucoup d'autres derrière. Une autre question à vous poser. Selon vous, l'innovation est-elle réellement, le mot réellement est important, un levier majeur pour accélérer votre sortie de crise? Alors, vous dites oui ou non. Il n'y a pas de je ne sais pas ici. Hein, on tranche et on prend position. Donc, oui ou non, l'innovation sera un levier majeur pour accélérer votre sortie de crise. Waouh! Quel score! Allez, je vous donne encore 5 secondes. Dépêchez-vous. Là, ils en sont à 88% à dire non. Oui, non, à dire oui, à dire oui. Parce qu'Antoine, c'est mort. Non, à dire oui, à dire oui. Bon, allez, encore 3 secondes. 2, 1, c'est terminé. 86% d'entre vous, vous dites oui. L'innovation est un levier majeur pour ma sortie de crise. Ça vous engage, messieurs. Commentaire, André-Paul? Évidemment, enfin, ce n'est pas une surprise. On le sent déjà dans les indicateurs de suivi quotidien que nous faisons avec les structures avec lesquelles nous travaillons quotidiennement et les entreprises. Il y a eu un petit moment de ralentissement au moment de la première vague du confinement. Là, depuis le déconfinement et même pendant cette deuxième vague, on est toujours sur une dynamique qui est là, sur des projets de développement, sur de la volonté d'innover pour la suite. Et vous me disiez, c'est justement parce qu'on a senti enfin, ils ont faim, hein, pour être simple, les entrepreneurs des Hauts-de-France, c'est cette envie d'y aller que vous avez dit plus que jamais, il faut tenir ces rencontres, quoi. Tout à fait, c'est exactement ça. On l'avait imaginé sous un autre format bien avant le premier confinement, mais il était inimaginable de ne pas tenir ces rencontres-là parce que ce sont les rencontres des entrepreneurs de la région, des entreprises qui ont besoin effectivement de voir un petit peu quelles sont les possibilités de voir les choses autrement demain. Mmh. C'est vous ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, l'innovation, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique et j'ai envie d'ajouter un point. point. C'est du bien là, d'entendre ça, un peu de positif, les amis. Hein. Oh ben, nous sommes des talents. C'est ça qui est exceptionnel. Mmh. Et j'avais envie d'ajouter un point, c'est que je suis plutôt un homme d'entreprise arrivé en politique il y a 5 ans, 6 ans. J'ai découvert ce monde institutionnel public et j'ai envie de dire aux chefs d'entreprise, vraiment, j'ai pris conscience de ce qu'on est vraiment ensemble et qu'on peut décloisonner
parce qu'il y a des talents exceptionnels dans les universités, il y a des talents exceptionnels dans les centres techniques. Et donc, n'hésitez vraiment pas, parce que vraiment, il y a de la ressource et il y a du monde autour de vous. Merci beaucoup, merci André-Paul Leclerc. Une première mondiale, ce label Innovation Durable. On vous dit tout de suite. Et avec Julien Nizri, directeur général d'AFNOR Certification, votre partenaire avec lequel vous avez écrit ce projet. On vient vers vous dans quelques instants, Julien Nizri. C'est venu d'où? Enfin, j'ai déjà entendu la réponse avec André-Paul Leclerc, mais ça répondait à quel besoin? Alors en fait, historiquement, nous avions travaillé sur le déploiement d'une solution à travers une plateforme qui visait à apporter quelques garanties à des acheteurs publics via une plateforme qui s'appelait Adopte une Startup, qui permettait un petit peu de favoriser l'achat innovant vers des startups. Effectivement, une startup qui a 1 an, 2 ans, 3 ans d'existence peut générer quelques craintes pour un acteur public d'engendrer l'acte d'achat. Donc, on s'était déjà un petit peu aperçu de la nécessité d'essayer d'apporter des garanties sur l'innovation en face d'un acheteur public. Et en rencontrant certaines startups qui ont les mêmes difficultés finalement que parfois ce lien avec l'achat public, on est vite arrivé à la conclusion qu'il fallait essayer d'apporter un niveau de garantie peut-être un peu plus important, une reconnaissance encore plus forte. L'innovation aujourd'hui, c'est un mot qui est utilisé très fréquemment, de plus en plus, tous les jours, dans les discours politiques. Enfin voilà, l'innovation est fortement utilisée. Donc on essaye, nous, à travers ce déploiement du label avec l'AFNOR, de lui redonner un petit peu plus de sens, de lui redonner un petit peu plus de crédibilité pour engendrer un acte d'achat plus assuré, plus certain. D'accord. Oui, c'est vraiment le sens d'une labellisation. Vous nous direz après quels sont vos objectifs. Vous parliez d'achat public dans quelques minutes. Aurélia Deron de la plateforme régionale des achats de l'État viendra nous dire l'importance, la pertinence de la labellisation justement pour l'achat public. Alors Julien Nizri, vous êtes directeur général d'AFNOR Certification. On parlera de certification dans quelques instants. De quelle manière avez-vous répondu à la sollicitation de HDFiD? Alors, c'est une rencontre dans le cadre d'un partenariat assez ancien entre la région et la délégation régionale d'AFNOR, du groupe AFNOR. Je tiens d'ailleurs à saluer la présence de Valérie Ravez, qui a été une des chevilles ouvrières du projet avec M. Macré. Et nous y avons répondu par l'élaboration d'un référentiel de labellisation qui met en avant l'ensemble des marques de confiance permettant de montrer que le projet est réellement innovant. D'accord. Je voudrais réagir peut-être sur la question des achats, cette fois en tant qu'ancien acheteur, pour avoir eu un passé dans certains établissements publics. Au moment de signer un marché, quand il s'agit de ne pas respecter le code des marchés ou de porter une dérogation, le stylo tremble. Et on le voit bien puisque cette dérogation n'a pas forcément rencontré de succès. Et avoir une tierce partie, c'est bien ce qu'AFNOR Certification apporte ici, une labellisation par une tierce partie qui vous permet de donner une certaine assertivité, de garantir que vous êtes bien dans le cadre d'un projet innovant, ça permet vraiment de sécuriser l'acte d'achat. Donc je pense que c'est vraiment un enjeu essentiel. Et on voit bien, vous l'avez dit, combien l'innovation était un enjeu majeur pour la reprise de l'activité. Bien sûr. Alors, n'importe qui peut créer des labels et se faire labelliser aujourd'hui. Là, c'est autre chose. Ce label certifie. Qu'est-ce qu'il certifie, Julien Nizri? Alors, il certifie le respect de 6 thématiques, de 6 engagements. Vous les voyez d'ailleurs à l'écran derrière moi sur le numéro, autour de la nouveauté, de l'appropriation du marché, de la création de valeur et de bénéfices, du développement durable, de la santé de l'entreprise et enfin de l'écosystème de l'innovation. D'accord. Alors, comme vous le dites, n'importe qui peut faire un label, prétendre avoir respecté ses engagements. À nouveau, le sens de ce partenariat, c'est de faire appel à une tierce partie qui va aller sur la base d'un audit documentaire, mais aussi qui institue, en l'occurrence par l'intermédiaire de la HDFiD, aller garantir que ces objectifs sont respectés et que ce qui est annoncé est bien réel. Et on le voit bien que la crise sanitaire l'a montré, les citoyens
nous sommes tous en attente de gages de confiance, de marques de confiance sur la qualité des produits, des services que nous consommons. Et c'est la même chose en matière d'innovation. Tout le monde peut se dire innover, tout le monde peut se dire innovant. C'est important d'avoir cette initiative régionale et ce partenariat pour garantir que ça correspond bien à une réalité. D'accord. Alors, donc, ces 6 items, ces 6 critères, vous les évaluez. Je suppose qu'ils aboutissent à une notation, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Vous avez 15 questions qui permettent, dans le cadre de l'analyse du dossier, d'aller voir si l'ensemble de ces critères sont respectés. Et pour chacun de ces critères, nouveauté, marché, bénéfices, développement durable, santé d'entreprise, une 15 questions précisément qui permettent d'attester pour chaque cas si des points sont atteints ou pas, et ça permet au final d'obtenir la labellisation. Alors, vous avez le nez creux là, parce que arrive le plan de relance. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour que les têtes chercheuses des entreprises aillent chercher le meilleur dans ce plan de relance? Enfin, quelle méthode vous nous proposez là-dessus? Je ne sais pas qui veut répondre. Antoine, commence. Oui, allez-y, allez-y. Allez-y, Julien. Juste, très bien dit au préalable, dans le cadre de la relance de l'activité économique, l'innovation est un levier majeur pour relancer l'activité. Et là-dessus, le plan de relance en filigrane dans tous les aspects de santé, d'intelligence artificielle, de développement économique, nous avons des aspects d'innovation. Cette matrice d'analyse qui a été développée par la région, par la GFID, par Afron Certification et surtout par un groupe de travail incluant des représentants de l'ensemble des parties prenantes, en particulier EDF, en particulier le développement, ont permis de mettre en place des questionnements dont pourront se saisir les industriels, dont pourront se saisir les PME pour être à même de répondre aux enjeux du temps. Antoine? J'ajouterai à cela effectivement la nécessité de quand même bien analyser son planning, je dirais, de relance. Aujourd'hui, la relance, ça doit être un acte qui doit être quand même construit. Effectivement, innover, un enjeu majeur pour rebondir, mais il n'est pas non plus question d'innover pour faire beau ou pour avoir une belle vitrine. Non, il est important d'innover dans un contexte qui est favorable pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui aujourd'hui a un modèle qui a réussi à perdurer malgré la crise, il n'est pas forcément nécessaire tout de suite d'innover. Par contre, il est nécessaire peut-être de se poser la question pour après. Et c'est un petit peu cette notion-là qui est important de retenir, c'est vraiment bien identifier à quel moment je fais intervenir l'innovation dans mon processus de développement. Et une fois que j'ai bien identifié ce créneau, et c'est là où effectivement tous les acteurs de la région que nous sommes et que d'autres structures, enfin on est vraiment connectés aujourd'hui pour apporter ce soutien-là, on va par ce label, effectivement, essayer d'accélérer un petit peu la commercialisation de ces solutions innovantes. Alors, plein de questions. Est-ce que c'est un label sur la totalité de la France? Pas tout de suite. Alors, effectivement, aujourd'hui, nous cantonnons à développer et à lancer ce label en région Hauts-de-France. 3 tests actuellement, hein? On a trois solutions innovantes qui sont en cours de test via le référentiel que nous avons élaboré avec l'AFNOR et le groupe de travail. Donc, on est en train effectivement un petit peu de se roder, je dirais, à travers ces 3 tests. On a commencé à semer quelques petites graines en France, tout simplement. J'ai contacté mes homologues dans les agences régionales de développement en France pour effectivement leur faire connaître un petit peu ce label. Et effectivement, la suite de l'histoire serait que si on se rend compte que ce label est vraiment un accélérateur pour les entreprises dans l'acte d'achat, et bien, il est effectivement évident qu'il faudra faire un... Donc, vous êtes déjà à la manœuvre auprès d'autres régions pour... On informe. On informe et puis on verra si effectivement... Exactement. Une autre question, c'est marrant, il y a les questions et les réponses là sur le fil des questions, mais c'est super. François qui dit, mais en fait, que veut dire projet innovant? C'est pas forcément techno, non? Et quelqu'un lui répond, bah non, pas forcément, parce que le label sanctionne aussi, récompense aussi, des solutions innovantes et pas forcément d'un point de vue technique. Vous confirmez, hein? Pas que technique, effectivement. D'accord. Alors, Monsieur Nizri, j'adore votre fond d'écran là. Non, mais c'est vrai, un bon dessin vaut mieux qu'un bon discours. Il y a tout là sur son écran. En complément, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour terminer rapidement? Pour nous, c'est une innovation exemplaire parce que
en tout cas pour le groupe AFNOR, elle rejoint un grand nombre de nos valeurs, la responsabilité sociale, économique, environnementale, l'innovation et surtout l'ancrage territorial. Voilà. Je pense qu'en sur notre expertise, c'est vraiment une opération exemplaire. La trinité de l'innovation durable. Un grand merci à vous. Alors, 3 tests actuellement. Quels sont vos objectifs 2021? Alors, nous sommes fixés l'objectif en 2021 de réaliser, ou en tout cas de réussir à labelliser une centaine d'entreprises. Donc, c'est notre objectif en 2021. Je nous souhaite de dépasser cet objectif. Ça voudra dire à la fois qu'il y a en région des entreprises qui ont des solutions innovantes pertinentes, qui sont vraiment en lien direct avec la notion de relance. Et après, effectivement, sur le rayonnage, enfin, le fait de rayonner au national, ça, je dirais, c'est quelque chose sur lequel on va s'attarder, mais peut-être pas dans un tout premier temps. Pour moi, il est important de faire les choses dans le bon ordre. Regardons déjà ce qui se passe bien autour de nous et tirons les bonnes conclusions pour la suite. Je vous pose 2 questions et vous commenterez leurs réponses. Donc, vous allez dans l'onglet sondage, s'il vous plaît. Et la première de ces 2 questions, pour vous, une innovation durable, c'est d'abord pour diminuer les coûts, développer un chiffre d'affaires, améliorer votre image ou créer de l'emploi. Vous choisissez un item, celui qui est le plus important pour vous. Diminuer les coûts, développer un chiffre d'affaires, améliorer votre image ou créer de l'emploi. Alors, qu'est-ce que vos réponses disent? J'aime bien leur réponse. Elle va vous plaire aussi, Antoine. Vous n'avez pas là, hein, non? Non, j'ai rien. Je ne triche pas, moi. Ah, vous ne trichez pas. Vous auriez pu voter. Donc, allez, encore 5-6 secondes pour répondre entre ces 4 items. Voilà, encore 5 secondes. Allez, vite, vite. Merci de votre participation. À vous. Vous êtes toujours nombreux, même que la participation a augmenté depuis le début. Ben oui, vous pouvez envoyer le lien à des amis, là, s'ils le souhaitent, pour qu'ils nous rejoignent. Tournée générale si on n'est plus de 500. C'est lui qui paye. Donc, allez, c'est bon. Alors, en tête, ils nous disent, pour 39%, créer de l'emploi. Cible finale. Logique. Logique, bien sûr. Ensuite, selon vous, c'est quoi le deuxième item? Entre diminuer les coûts, développer le chiffre d'affaires, améliorer l'image. Développer le chiffre d'affaires. Trop fort. 34%. Donc, vous voyez, ça se tient. C'est les 2 objectifs. Et après, on a diminué les coûts, 20%, et l'image, 8%. Merci. On utilisera ces résultats aussi pour ces rencontres régionales. Alors, une question aussi. Vous avez entendu la réponse depuis le début de notre rencontre. Il n'y a rien à gagner. Donc, allez-y sans crainte. On vous demande si une démarche d'innovation réussie peut impacter la progression du chiffre d'affaires d'une entreprise. Et en moyenne, selon vous, il peut augmenter de 3% par an, de 6% par an, de 10% par an ou de 17% par an. C'est un indice INSEE 2018. Alors, vous nous dites, pour l'instant, c'est le 17% qui tient la corde. Ben ouais, ils se disent, l'innovation, ça doit cartonner, donc je vais prendre le chiffre le plus fort. Donc, 3, 6, 10, 17%, et je vous demanderai votre commentaire. Allez, encore 5 secondes pour répondre. 3, 2, 1, c'est terminé. Près de la moitié d'entre vous, vous dites 10%. Et ensuite, j'ai 6% et 17% à 24%, beaucoup de pourcents chacun. Bon, la bonne réponse est 10%. Tout à fait, c'est effectivement bien 10%. Aujourd'hui, c'est déjà quand même un beau chiffre, 10%. C'est énorme. Une progression à 2 chiffres, aujourd'hui, ça devient exceptionnel. Et à contrario, une entreprise qui n'innove pas, rappelez-vous les 40% de tout à l'heure, voit mécaniquement son chiffre d'affaires stagner, voire régresser de moins 3% par an. Tout à fait. C'est ça la réalité. Donc on porte aujourd'hui sur les fonds baptismaux ce label. Première mondiale, vous le confirmez. Tout à fait, on confirme. Voilà. Et vous avez bien compris que ça va loin. Julien Nissery a été très clair là-dessus. Il y a une certification avec une notation sur ces 6 items. Le mode d'emploi est important. Je vous pose la question tout de suite parce que je regarde, mais ils doivent la poser. Combien? Ça coûte combien? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on est en train, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en train de finaliser une phase de test. Et l'objectif est de proposer
une labellisation pardon, au juste prix. On se fixe un objectif. Après, on est sur une fourchette qui va entre 1000 et 2000 euros. On n'ira sûrement pas au-delà. On va au max rapprocher d'une tarification pour la labellisation agro. D'accord. Voilà, pour l'instant, on a encore quelques ajustements à faire pour s'assurer d'avoir un modèle qui tient la route. Très bonne question de Clémence qui note qu'il n'y a pas de place pour l'impact carbone dans le sondage des enjeux de l'innovation durable. On ne l'a pas mis effectivement hein, quand on a posé la question tout à l'heure. Bonne remarque Clémence, merci. Bon, et puis on nous demande si les pôles de compétitivité sont associés à la démarche. Oui, on sont vos partenaires permanents. Alors, des preuves, vous en voulez, vous allez en avoir tout de suite avec ce label dont l'objectif est aussi d'accélérer la performance. Merci à vous Antoine. Merci. Et on accueille Madame Deron, Monsieur Laurent, Monsieur Delic qui est en ligne avec nous et Monsieur Povs. Bienvenue à vous, prenez place. Aurélia Deron qui représente la plateforme régionale des achats de l'État. Mathias Povs, vous êtes délégué régional EDF Hauts-de-France. Et nous avons en ligne Sofiane Laurent, le CEO de Go My Partner, et Nicolas Delic, qui est chargé de projet HDF FID. On va passer un quart d'heure avec nos 4 intervenants pour vous donner quelques preuves. S'ils sont là, c'est aussi qu'ils sont partenaires de l'élaboration de ce label que nous vous proposons aujourd'hui. Je vais tout de suite donner la parole une première fois à Sofiane Laurent. Vous êtes avec nous, Monsieur Laurent ? Est-ce qu'il est en ligne avec nous, Sofiane Laurent? Non, il n'est pas là. Bon, il arrive dans quelques instants. C'est pas grave du tout. Alors, est-ce que j'aurai plus de chance avec Nicolas Delic? Nicolas? Là, c'est Monsieur Laurent qui est à l'antenne avec nous. Eh ben voilà. Sofiane Laurent, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, alors vous m'entendez, mais nous, on ne vous entend pas. Bon, bah écoutez, je laisse la technique régler le truc et on revient vers vous dans quelques instants. Non, je voulais démarrer avec lui parce qu'il est lauréat des labels de l'année dernière et son regard hein, est intéressant. Oui, vous nous entendez. Formidable. Je suis. Bonjour, Sofiane Laurent. Donc, je disais que vous étiez CEO de Go My Partner. En 2 mots, carte d'identité de votre activité. Alors, on a créé une application qui permet de financer son activité sportive ou celle de ses enfants grâce à ses achats du quotidien. Ouais, avec un système de cashback. Hein. Et donc, c'est exactement ça. Voilà. Donc, comme je le disais, vous avez été créé en 2018 et dès 2019, ils ont été lauréats des trophées. Vous étiez labellisé. Antoine nous a rappelé le mécanisme tout à l'heure par la démarche Adopt une start-up. Et du coup, vous avez participé à ce groupe de travail pour élaborer ce label. Quelles étaient vos préoccupations pour avoir là un outil efficace pour votre performance? Alors, il y avait un double enjeu. Le premier enjeu, c'était de pouvoir faciliter la collaboration avec les pouvoirs publics, avec les collectivités locales avec qui nous, on travaille aujourd'hui autour de notre solution, qui avaient un peu du mal à trouver notamment les solutions qui sont dites innovantes et comprendre un peu les mécanismes qui sont derrière, c'est-à-dire la mise en concurrence. Dans notre cas, c'est souvent assez difficile de nous mettre en concurrence, surtout quand on est la seule solution sur le marché. Et c'était aussi de pouvoir donner cette crédibilité à tout le travail qu'on avait pu mettre en place autour de notre solution et de faire comprendre aux entreprises ou aux collectivités à qui on travaillait que cette solution était bien sûre et approuvée par un certain nombre de normes auxquelles on avait dû mettre en place des critères assez stricts pour répondre aux besoins auxquels on était confrontés chez nos clients. D'accord. Donc finalement, vous avez besoin et vos parties prenantes, fournisseurs, clients, ont besoin d'éléments de rassurance sur l'innovation durable. Et ce label va les apporter, ces éléments factuels, vérifiés, prouvés. C'est de ça dont vous avez besoin. C'est exactement ça. C'est exactement ça, de pouvoir leur démontrer la véracité des solutions techniquement prouvées et prouvées par des clients, par des
différents cas d'activité auxquels on aurait pu répondre. Et puis ensuite, hein, comme j'ai pu vous l'évoquer, c'était aussi sur voilà, sur tout ce qui est les termes légaux, sur une mise en concurrence, sur des solutions qui sont pas forcément facilement comparables. Et c'est là la complexité, hein, c'est de comment mettre en place de l'innovation dans ces structures qui n'ont pas forcément l'habitude de trouver des solutions comparables sur le marché. Bien sûr. Alors, comme on est en direct, je vais demander s'il est encore dans le coin à Antoine Macré de nous rejoindre, parce que je vois une série de questions hyper importantes et auxquelles il va répondre. Vous pouvez revenir, Antoine, parce qu'il y a une question. C'est comme ça. Hein, on répond d'abord à vos attentes et vos préoccupations. Et une question hyper importante, est-ce que cette certification sera prise en compte par les banques au moment de la recherche de financement? Très bonne question. C'est une très bonne question et c'est effectivement tout le travail qu'on doit faire autour de cette solution de labellisation. C'est d'aller chercher du partenariat effectivement avec la crédibilité qu'on souhaite être prise en compte par des banques, par des assurances, par des structures de soutien financier qui vont demain effectivement se financer des entreprises qui vont avoir ce genre de démarche. D'accord. Et Nathalie qui demande, mais vous y avez un peu répondu, est-ce que je pourrais postuler à ce label si mon entreprise est en Île-de-France? Peut-être. Sûrement. 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 Voilà. Quand? Demain. Non, mais je pense qu'effectivement, pour être tout à fait transparent, on va se concentrer sur la fin de l'année là pour bien démarrer les choses et de manière bien concrète en région de France pour la fin de l'année. Et dès début 2021, nous allons nous attarder effectivement à travailler ce partenariat avec les autres régions. D'accord. Restez là, ça vous dérange pas? Ça me dérange pas. Alors, Amélia Deron, directrice de la plateforme régionale des achats de l'État, ça pèse combien cette plateforme? Ça, le volume de transactions annuelles sur cette plateforme, c'est quoi? 140 millions d'euros. Ah ouais, ça pèse. Donc, si cette certification s'invite, c'est effectivement important. Antoine l'a dit tout à l'heure, c'est parti d'un besoin de l'achat public. On est en période de relance, donc on va regarder les appels d'offres de l'achat public. Comment vos acheteurs seront-ils au rendez-vous de l'analyse de l'offre durable? Alors, qui dit achat public, déjà, première étiquette, Donc, on a l'achat public, l'innovation, déjà deux freins, parce que des idées reçues. La première idée reçue sur l'achat public, difficulté d'accessibilité. L'innovation, c'est encore quelque chose, on l'a vu au début, qui est marqué par de fortes images d'Épinal. Donc, on a souvent l'idée de quelque chose de très technologique. Alors, ça peut l'être, inaccessible, quelque chose qui est compliqué. En fait, en tant qu'acheteur, la première des choses… théorique, conceptuel. Le but, c'est de bien faire comprendre, et notamment, c'est le rôle de l'acheteur, c'est de s'ouvrir. Mais du coup, si l'innovation est une clé de lecture des offres, il va falloir les former, vos acheteurs. Alors, c'est même avant d'arriver à l'offre, c'est en amont, quand on est en phase de sourcing, c'est voilà, c'est déjà d'intégrer dans sa façon de travailler la manière dont on pourra apporter des réponses très concrètes. Donc, par exemple, je vais prendre, on parlait d'urgence tout à l'heure, l'hébergement d'urgence qui est l'achat de nuitées hôtelières. Aujourd'hui, on achète des nuitées chez les hôteliers. On se rend compte qu'on a un gros problème qui est celui du suivi, donc gagner en fluidité et pouvoir être très réactif dans la mise à disposition. Donc là encore, on parlait de réservation en ligne. Le rôle de l'acheteur, c'est de changer son regard et d'imaginer comment on peut faire autrement que ce qu'on faisait auparavant à travers les précédents cahiers des charges. D'accord. Et là, on va par exemple sur une solution qui permettrait, un peu comme Booking, d'avoir des réservations en ligne pour ce type de prestations. Donc, les cahiers des charges seront aussi construits autour de ce qu'on va appeler les attentes de solutions innovantes. C'est ça? C'est ça. Alors, deuxième point, vos acheteurs, comment ils se mettent au niveau? Alors déjà, pas besoin d'expertise. On parlait tout à l'heure d'un des freins, vous aviez cité un sondage de l'INSEE qui est de dire on n'est pas forcément expert dans le domaine. Le but, c'est pas d'être un expert,
c'est d'être ouvert aux solutions et donc s'appuyer et rentrer en relation avec les startups qui, elles, ont des propositions de solutions innovantes. Ce label va changer, va-t-il changer rapidement, parce qu'il faut qu'on aille vite, hein, le regard de vos acheteurs? Alors, on est dans un cadre de relance, un cadre de transformation des modes de travail. Et donc, le but du label, c'est de faciliter les choses, déjà lors du sourcing, donc d'identifier les entreprises innovantes et ensuite, en phase d'analyse, tout à l'heure, l'AFNOR nous expliquait les 6 groupes de critères. Ça ressemble en fait à une grille d'analyse des offres. Et là, franchement, c'est très bon pour nous, c'est que ça va nous faire gagner du temps, ça va être une garantie de qualité, un gage de crédibilité, donc nous aider… Fiabilité. Et ça va surtout aider en plus des acheteurs, les décideurs. Et dont la fiabilité financière, hein, finalement. Enfin, c'est un critère important pour vous. Hein. Fiabilité financière. Madame Doron, vous avez participé au groupe de travail. Vous, quelles étaient vos exigences? Alors moi, j'ai été très enthousiaste quand j'ai vu cette grille parce que je me suis dit, et notamment on a pu tester une entreprise de traitement d'amiante. Je me suis dit, ce label va nous aider, nous, en tant qu'acheteurs, auprès de nos décideurs pour convaincre, parce que le but, c'est de convaincre. Antoine, une question que se posent certainement les futurs labellisés, une centaine en 2021, donc peut-être vous, mesdames, messieurs. Est-ce que Madame Doron aura accès aux notes? C'est une question… Aujourd'hui, non. L'objectif, c'est d'avoir une labellisation. Vous aimeriez ça, non? Alors moi, j'aimerais, par exemple, si 2 entreprises sont labellisées sur le même sujet, de savoir, alors peut-être pas le détail des notes, mais peut-être sous forme de graphique de tendance, sur quel point elle a le plus de points, justement, sur quel angle. Parce qu'entre une entreprise qui, on va dire, imaginons 2 entreprises qui ont 15, peut-être qu'une entreprise va avoir plus de points parce qu'elle est déjà installée, elle a des partenariats innovants, et peut-être qu'une autre a plus de points sur la création de valeur et moins de points parce qu'elle est toute nouvelle. Et nous, dans le risque à prendre, on pourra vouloir privilégier et puis porter une entreprise toute neuve. D'accord. Je comprends très bien la question et là, je pense qu'effectivement, il faut raisonner en mode partenarial, en mode communiquer des notes. Effectivement, pour moi, ça n'a pas forcément de sens. Brut, c'est pas. Par contre, la valeur ajoutée que nous pouvons avoir, c'est effectivement lorsqu'un organisme va nous solliciter par rapport au niveau que 2 labellisés pourraient avoir. Le réflexe qu'on va avoir, c'est de dire sur quels critères vous avez besoin d'être encore plus rassuré par rapport à la labellisation. Et là, effectivement, on va pouvoir, nous, en tant qu'experts de l'innovation et porteurs du label, de dire, voilà, effectivement, on vous engage peut-être un petit peu plus à partir vers cette structure-là. D'accord. Une question qui n'a rien à voir, mais je la pose tout de suite, autrement je vais l'oublier. Georges demande si vous allez mettre ces rencontres en replay. Bien évidemment, on essaie toujours de voir, on essaie toujours de voir les opportunités lorsqu'elles arrivent à nous. Effectivement, le présentiel ne l'aurait pas permis, mais là, le digital va pouvoir permettre de le faire. Alors, Mathias Povs, finalement, EDF, c'est un peu le Danone de l'énergie, une entreprise mondiale, mais dont le business est local, quoi. Enfin, Exactement. Et sur Dieu sait si sur cette région, vous êtes très engagé auprès des acteurs du territoire. Alors, je suppose que quand HDFiD est passé avec sa pancarte Innovation durable, vous avez dit, c'est pour moi ce truc-là. Alors, on a poursuivi un partenariat qu'on a initié avec HDFiD dès sa création en 2018, parce que les premiers liens que nous avions eus, c'était le démarrage de la création d'un moyen de faire des appels à projets, la plateforme Star Partner. Et le premier appel à projet qui a été lancé par HDFiD sur la plateforme Star Partner, c'était EDF Pulse Hauts-de-France, qui est notre concours d'open innovation pour EDF, pour le groupe EDF dans ses différentes composantes sur la région des Hauts-de-France. Il faut bien comprendre qu'EDF va chercher des startups pour co-développer des nouveaux business avec elles. Hein, vous faites ça. Hein? Exactement. Alors pourquoi ? Alors, si on regarde déjà l'innovation, elle est partie intégrante, je dirais presque de notre ADN. Si vous regardez EDF qui a inscrit sa raison d'être dans ses statuts en début d'année, vise à développer un monde énergétique bas carbone à base de solutions innovantes, à base d'électricité, et de solutions et de services innovants. Parce que on voit aujourd'hui que c'est un facteur qui est un accélérateur
Et quand on parle de développement, quand on parle de relance, aujourd'hui, on est complètement dans cette situation. On en discutait avec un industriel tout à l'heure en disant que l'innovation, c'est un facteur de décalage qui va permettre la performance économique. C'est-à-dire que… on le note ça. J'aime bien. Non, mais répétez-le. Non, mais c'est important. C'est un facteur de décalage qui va permettre la performance économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour lutter contre un marché mondialisé, il faut créer un plus, il faut ajouter une valeur ajoutée, et l'innovation permet d'ajouter cette valeur ajoutée. Généralement, alors on a des startups qui créent un produit extrêmement nouveau, innovant, qui n'avait pas de… On parlait tout à l'heure de GoMyPartner, qui n'avait pas de concurrent parce qu'on répond à un besoin émergent. En revanche, on a des industries, on a des entreprises de services qui sont établies depuis de nombreuses années, mais qui cherchent à avoir un relais de croissance et à pouvoir être performants sur la région. Et c'est ce décalage que permet l'innovation. Ça vous va, ça Je m'adresse au cofondateur de GoMyPartner. Cette définition de Mathias, facteur de décalage pour aboutir à la performance économique. Ah, on ne vous entend pas. Vous n'entendez pas? Ça y est, allez-y, je vous en prie. Oui, bien sûr. Et moi, je rejoins totalement. Et puis, petit clin d'œil en même temps EDF, parce qu'effectivement, nous, on participe actuellement au concours EDF Pulse. On fait partie des finalistes du concours. Et effectivement, on voit qu'il y a aussi cet ADN qui émerge dans beaucoup d'entreprises, hein, pareil, de pouvoir qualifier des solutions innovantes. Hein. Je parlais tout à l'heure des collectivités ou du pouvoir public. C'est vrai que c'est effectivement le cas au niveau des entreprises. Et c'est un très bon exemple qui est donné par EDF et qui aujourd'hui nous permet de collaborer plus facilement. Nous, on a reçu le label Adopt une Startup donc l'année dernière. Ça nous a fortement facilité beaucoup d'échanges avec des collectivités avec qui on travaille à l'heure actuelle parce qu'on avait cette labellisation. Et, là, je pense que… Allez-y, finissez, excusez-moi. Allez-y. Et je pense que ce nouveau label, effectivement, pourra aller que dans ce sens, de favoriser l'adoption de l'innovation et mieux la comprendre pour la valoriser sur voilà, des collaborations avec des entreprises, ouais, et puis pour petites ou grandes. Pour le donneur d'ordre, c'est aussi une maîtrise des risques, hein, comme vous, pour vos achats publics, bien évidemment. Alors Mathias, ce travaux pratiques sur ce programme EDF Pulse, vous nous avez amené 3 exemples. C'est bien des preuves, hein. Regardez. Alors, on va les regarder en quelques secondes avec des images. Le premier va apparaître à l'écran. Je vais vous demander de nous le commenter en quelques secondes. Parce que voilà des preuves de coproduction de valeur et de performance. Hein. Exactement. Alors ça, c'est l'entreprise qui a été lauréat des concours EDF Pulse en Hauts-de-France. C'est l'entreprise Havre qui génère un code lumineux à base de numérique à l'aide du flash de votre smartphone et qui permet de donner l'accès via une serrure pour rentrer dans un local. Alors les dimensions industrielles sont assez importantes et dans différents points. Alors nous, on a développé notamment une gestion des accès centralisée. Quand vous avez un grand nombre d'ouvrages, je pense par exemple à la distribution chez Enedis, vous devez gérer les accès autorisés, non autorisés. Ça permet d'avoir une architecture et éviter le gros trousseau de clés qu'on a connu par le passé, puisque vous générez des codes à usage unique. Ah ouais, excellent. Et quand j'ai plus de batterie? Quand vous avez plus de batterie, vous faites appel à une autre start-up qu'on va voir bientôt, qui vous permet d'avoir une batterie universelle pour recharger votre téléphone. Bon, voilà le premier exemple. Le deuxième exemple, les images, et vous nous les commentez. C'est des belles histoires, ça. Hein. Alors ça, c'est Wavery. Alors, c'est comment on analyse une onde sonore. Alors, ça paraît un peu abstrait. On se dit, mais comment on s'éloigne de le bruit, l'analyse du bruit, comment on traduit ça dans l'industrie? Eh bien, on a fait se rencontrer cette technologie avec un de nos besoins, c'est-à-dire qu'on a fait une analyse acoustique des fonctionnements, par exemple, des tambours filtrants. Alors, c'est un filtre dans la centrale nucléaire de Gravelines. En fonction de la caractérisation que vous avez du signal sonore émis par l'installation industrielle, quand vous avez une dérive des sons émis, c'est qu'il peut y avoir un acte de maintenance ou un entretien à réaliser. Ça vous permet de maintenir et de développer des plans de maintenance prédictive. Excellent. Alors, quelqu'un là me demande les coordonnées de la première boîte hein, sur la serrure. Bon, on vous les donnera hein, sur le site des rencontres. Un dernier exemple. On va voir les images. Alors, ça, c'est le petit générique. Et
Alors, c'était la catégorie, oui, vous voyez, pas que des process techniques. Et non, exactement. Elax Energy, c'est un dispositif qui permet de piloter les ballons d'eau chaude. Alors, quand on dit ça, vous savez qu'en France, depuis des années, on fait fonctionner les ballons d'eau chaude en ce qu'on appelle les heures creuses. 3 gigawatts de stockage de façon thermique qui est stocké tous les jours dans les ballons d'eau chaude. Donc, avoir un accès au pilotage de cette chaleur stockée dans les ballons d'eau chaude, c'est quelque part développer des flexibilités. Et donc, on travaille en ce moment avec l'entreprise Elax Energy pour voir comment on peut industrialiser cette solution et développer des flexibilités qui permettent de diminuer la pointe de production et donc de réduire les émissions de carbone et de permettre quelque part une meilleure gestion du système énergétique français. Excellent. Bon, on en a sous le pied là dans la région. Alors, je pense qu'on en a. Faisons-nous plaisir. On en a largement sous le pied. Alors, je suis très content parce que on a 2 exemples de start-up des Hauts-de-France qui sont finalistes au concours EDF Pulse national, dont les résultats seront donnés la semaine prochaine au cours des Electric Days, qui est la journée innovation du groupe EDF, qui se fera cette année en numérique. Donc, c'est le 1er décembre. On a Go My Partner et on a aussi Octopus Stable qui traite de la qualité de l'air. Donc, qui est une question qui est extrêmement adressée. Je dirais que l'innovation, c'est à double titre pour EDF, c'est à la fois aller chercher en interne des sources de performance industrielle, de performance économique, mais surtout à l'externe, de pouvoir offrir des nouveaux services à nos clients et quelque part les accompagner tous les jours dans la traduction de ce qu'est la transition écologique pour eux. Inventer des transferts d'usage, on parle beaucoup de la mobilité électrique, on parle des nouveaux usages, mobilité hydrogène, comment on gère mieux le bâtiment. Toutes ces questions nouvelles d'une meilleure gestion de l'énergie se trouvent des solutions au travers des technologies portées par les startups et l'idée c'est vraiment d'aller plus vite. La même chose avec le sujet du commerce qu'on a vu tout à l'heure. Nicolas Delic, chargé de projet HDF-ID, vous êtes avec nous Nicolas? Nicolas. Bonjour. 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 Bon, en complément de tout ce qu'on a dit sur le label, reprécisez-nous, donc on a bien compris qu'on était en phase de test, on allait vite transformer début 2021 et il y a un potentiel de 100 certifications sur l'année 2021. Dites-nous concrètement comment et quand les entreprises peuvent candidater. Dès demain sur un site label-innovation-durable.fr, vous tapez label innovation durable dans Google et vous pouvez dès à présent candidater. Donc le process il est simple, il y a un dossier de candidature à déposer, répondre à des questions, mettre évidemment des éléments de preuve comme une étude de marché, une liasse fiscale, des éléments de propriété intellectuelle, il y a toute une série. Il y a une étude de recevabilité qui est faite, une analyse des pièces, un audit documentaire de l'AFNOR et puis après, possiblement, l'octroi du label. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous préciser, alors si vous avez déjà une vue là-dessus, le temps moyen pour obtenir un label? Entre le moment où l'entreprise dépose son dossier et l'octroi du label, si elle réussit, il faudra compter entre 2 et 4 semaines. Ça va vite. Mais quand on pense au certif ISO qui dure 6 mois, là, on va vite, jusqu'au bout. Réactivité, on a besoin Réactivité, tout à fait. Il y a un point que vous souhaitez souligner, Nicolas, je me permets de le dire, c'est on millésime le label. Donc, c'est label 2021, etc. Pourquoi ça? Tout à fait. C'est important parce que pour l'innovation, c'est assez compliqué de donner une date fixe et de renouveler. C'est-à-dire que quelque chose qui est innovant en santé à une année fixe ne sera pas forcément innovant 2 à 3 années plus tard. Même chose dans le numérique, ce genre de choses. Donc pour nous, le plus simple, ça a été de dire on fait une attestation millésimée. C'est-à-dire qu'on dit en 2020 cette solution a obtenu le label et derrière c'est charge à l'acheteur de déterminer si en 2021 ou 2022 pour lui ça semble encore innovant. C'est un peu comme vous savez, le guide du routard. Quand on va dans un restaurant, qu'on voit guide du routard 2005 ou 2006 aujourd'hui, on peut se poser des questions. Si on voit le guide du routard 2019, on se dit que ça va. Ah ouais, d'accord, très bien. L'image est bonne. On a le droit de connaître les 3 entreprises test? Oui, évidemment, il y a Go My Partner qui est là, qui nous a accompagnés dans cette phase. Il y a Havre, donc l'entreprise qui a été accompagnée, présentée par EDF. Donc Havre, c'est HAVR.
et une autre entreprise qui s'appelle Valam, qui propose une solution de désamiantage. Désamiantage, oui. Ouais. Le désamiantage durable, là. C'est l'honneur de la presse ce matin. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Vous rappelez l'adresse du site? label-innovation-durable.fr. Tiens, on vous pose une question, mesdames, messieurs, sur le nombre de brevets. Tout à l'heure, on a vu un indicateur disant que notre région était 8e en innovation et en nombre de brevets, selon vous. Alors, vous allez sur la case sondage et vous y répondez tout de suite. Selon vous, nous sommes 7e, 4e ou 1er en dépôt de brevets en France. Alors, selon vous, 7e, 4e ou 1er? Alors, une majorité dit 4e. Ensuite, 7e. En revanche, 1er, vous n'y croyez pas. Enfin, si 14% d'entre vous y croient. Allez, encore 3 secondes. 2, 1. C'est terminé. Et vous dites effectivement à 65% que nous sommes 4e. Oui, donc c'est intéressant parce qu'il y a un rythme soutenu là, de dépôt de brevets. Ça vous intéresse pour vos startups. Oui, Antoine? Tout à fait, effectivement. L'indicateur du dépôt de brevets, que ce soit en région ou en France, est un bon indicateur que nous aussi nous suivons pour voir, aller interroger la capacité à innover d'une entreprise. Le dépôt de brevet est un bon indicateur. Encore une question, ce label qu'on vous présente aujourd'hui, une première mondiale, mais c'est désormais votre certification, votre label, un petit sondage à chaud. On vous demande si ça vous intéresse, oui, non, ou là pour le coup vous ne savez pas encore, vous avez le droit. Alors répondez vite et Antoine va scruter les réponses avec intérêt. Voilà. Il y a une majorité de oui, Antoine, pour l'instant. Ouf. Allez, encore 5 secondes. 3, 2, 1. Eh bien, vous voyez que près des 3/4 de notre audience d'aujourd'hui est intéressée par le label. C'est une bonne nouvelle, effectivement. Il n'y a plus qu'à, hein. Il n'y a plus qu'à. Je vous avais promis une petite surprise en ouverture de notre rencontre. Alors, vous allez sur la plateforme, toujours, hop, je mets mon ordinateur. Vous allez, c'est symbolique ça, vous allez vous inscrire si vous souhaitez recevoir le cadeau HD FID. On aurait aimé vous le remettre en vrai, hein, parce qu'initialement, on devait être tous ensemble hein, ce soir. Nous sommes tous ensemble, et je sais que vous êtes là, mais par les canaux digitaux. Qu'est-ce que vous leur offrez là? Un chèque? Non. Non, c'est la symbolique est encore plus forte qu'un chèque. Ah oui, bien sûr. Donc effectivement, c'est un petit goodies que nous avions imaginé pour à la fois un petit peu célébrer et concrétiser le lancement de ce label innovation durable, en offrant à toute personne qui serait présente ce soir ou en tout cas qui aurait souhaité être présente et aux futurs candidats au label demain, ce petit sachet qui en fait contient quelques graines de basilic tout simplement, donc issues d'une production régionale d'une start-up que nous avons accompagnée qui s'appelle Mon Petit Coin Vert. Et donc ils sont en capacité de faire du packaging écologique et je dirais personnalisé. Donc nous l'avons personnalisé et il y a un message clé qui est sur ce packaging. Je vous laisse le lire, Monsieur Lebris. Alors la belle idée, semons, grandissons, innovons. Tout est dit. Tout est dit. Et si vous voulez semer, grandir et innover, tout de suite, vous remplissez le formulaire de la plateforme. N'oubliez pas de mettre votre adresse postale complète, s'il vous plaît, et vous recevrez. Alors, vous les plantez pas, sauf si en intérieur, on peut cet hiver. Autrement, si vous les gardez pour le jardin, attendez quand même les beaux jours de l'année prochaine. Bon, c'est sympa. Semons, grandissons, innovons. Eh bien, ils ont semé, ils grandissent, ils innovent, et maintenant c'est la fête avec la remise des trophées de l'innovation durable. Et un grand merci à vous